bien, merci de nous avoir rejoints. Merci à tous les participants. Je vais présenter donc la formatrice qui nous accompagne aujourd'hui. Pour ma part, je suis donc Corinne Bosque, je suis directrice des admissions pour Adonis Éducation depuis un peu plus maintenant d'une douzaine d'années. Je participe au développement du centre, mais bien évidemment également au recrutement de nos apprenants. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire partager un cours, c'est ce que l'on appelle donc le cours découverte sur le secteur du commerce, pour que vous puissiez avoir une petite immersion, vous rendre compte de comment se passe un cours, quel est le contenu. Bien sûr, là, c'est un petit exemple voilà, que nous a choisi donc Madame Horry. Bien évidemment, donc, sur ce secteur du commerce, ça va regrouper donc plusieurs BTS, notamment donc le BTS MCO et le BTS MDRC. Donc le BTS MDRC, c'est le BTS, donc négociation, digitalisation de la relation client, et le BTS MCO, donc c'est management commercial opérationnel. Donc, dans tous les cas, ces BTS, donc bien sûr, ça s'adresse à ceux qui ont la fibre, bien sûr, commerciale, mais qui ont aussi des velléités de gestion, de management d'entreprise et qui ont également un goût quand même confirmé pour tout ce qui va être le domaine économique et le domaine juridique. Pour toutes ces formations, nous y reviendrons après les cours de Madame Horry. Il existe bien sûr plusieurs formules que vous pouvez choisir au sein de nos établissements. Donc, les formules en initiale où l'apprenant est à temps plein avec nous. Donc, ce sont des formations d'environ une trentaine d'heures de cours par semaine. Mais nous développons également, bien sûr, et nous accompagnons des étudiants sur des formations en alternance. Là, je crois que vous connaissez un petit peu le principe. En général, donc, c'est 2 journées d'école par semaine et le reste du temps en entreprise. Et à cela se surajoute également donc l'enseignement à distance, où nos étudiants sont accompagnés de près, même si nous sommes en enseignement à distance, avec la particularité qu'il est possible que vous soyez à distance et en même temps en enseignement en alternance pour ceux qui résideraient loin, par exemple, de nos établissements. Donc, nous pourrons revenir un petit peu sur tout cela tout à l'heure. Donc, les écoles Adonis Éducation existent depuis une vingtaine d'années maintenant, au sein desquelles nous développons donc nombre de formations sur le secteur tertiaire, dont les BTS en lien avec le commerce dont je viens de vous parler, mais pas seulement. Nous proposons également le BTS édition, le BTS en notariat, en immobilier, qui a aussi un petit peu à voir avec le commerce également. Et parfois, c'est vrai qu'on a des étudiants qui sont en BTS MDRC ou MCO et qui vont finalement ensuite trouver un emploi dans le secteur de l'immobilier. Donc, si vous aviez besoin de renseignements pour toutes ces formations-là, n'hésitez pas à rester après le cours, puisque je vous donnerai certains éléments de formation. Nous sommes présents, donc vous pourrez le découvrir sur notre site, sur 9 écoles en France, donc la région sud, bien sûr, avec Montpellier, Toulouse, notamment, et la région Occitanie, qui est très dynamique également sur l'accompagnement des étudiants, justement, en alternance. Mais nous sommes présents également à Bordeaux, ainsi qu'à Lyon, Nantes, Rennes, Paris, bien entendu, et Lille. Donc, je vais maintenant laisser la parole donc à Madame Anne Horry, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous faire découvrir de son cours en lien avec le merchandising, si je ne me trompe pas, Madame Horry, c'est bien ça. C'est ça, le merchandising. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais à la fin de cette heure de cours, ça n'aura plus de secret pour vous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle donc Anne Horry Forest et je suis formatrice pour Adonis dans l'école de Saint-Herblain, donc tout à côté de Nantes, qui est une école, une petite structure à taille humaine où il y a un vrai accompagnement avec notamment Sandrine et Sophie, avec qui on travaille main dans la main. Et donc, je suis formatrice notamment pour les MCO, donc management commercial opérationnel. J'ai des étudiants qui sont à la fois en stage et en alternance, on y reviendra. Et puis, parallèlement à ça, je suis aussi spécialiste du merchandising puisque j'ai longtemps travaillé pour H&M. J'étais responsable des vitrines pour H&M à Lyon et puis aujourd'hui je fais du coaching auprès de commerçants, ce qui me permet en fait d'avoir encore un pied dans le terrain, sur le terrain et d'alimenter mes cours avec des exemples très concrets pour que les étudiants soient préparés au mieux au monde professionnel, au monde de l'entreprise. Voilà, donc mes cours sont le plus vivants possible et bien sûr il y a de la théorie, c'est normal puisqu'il faut qu'on connaisse les termes théoriques, mais voilà, on s'appuie sur des exemples très concrets. Voilà. C'est vrai que c'est le propre du BTS, c'est que ce sont des cours qui sont très participatifs, car ce diplôme, effectivement, se veut très professionnalisant. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez à Madame Horry Forest.
par le biais, si vous voulez, du petit chat, je me permettrai, voilà, éventuellement, parce que je vois qu'il y a des étudiants qui ont des soucis avec leur micro, je me permettrai, voilà, peut-être d'intervenir si je vois des étudiants qui ont des questions. Oui, bien sûr, aucun souci. Je vais essayer de vous partager mon PowerPoint qui est normalement… Alors, attendez, parce que il devait être par ici. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Là, on voit donc la liste de vos documents pour le moment. Et pourtant, je viens de l'ouvrir. Alors, attendez, si je le mets en plein écran… Là, vous le voyez? Non plus, toujours pas. Ah, c'est bizarre parce que moi, je suis… On voit la liste de vos dossiers, en fait. Bah, pourtant, je suis dessus, c'est bizarre. Alors, attendez, si je fais échappe. Alors, c'est vrai qu'on perd vite l'habitude. Avec le Covid, on maîtrisait ça très bien. Nouveau partage. Pourquoi? Si je me mets là, est-ce que ça marche? Partager. Tac. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait. Ah, voilà. Organiser l'espace commercial. Voilà, organiser l'espace commercial, qui est donc la compétence numéro 2 du bloc 2 du MCO. Alors, tout ça peut paraître un petit peu abstrait. Il faut juste savoir que pour ce BTS MCO, on a 2 blocs de compétences professionnelles. Moi, j'anime le bloc 2 et en fait, ces compétences vont être à démontrer par les étudiants tout au long de l'année et bien sûr à l'examen, à l'oral. Les étudiants vont devoir s'appuyer sur des stages ou sur leur expérience en entreprise s'ils sont en alternance et s'appuyer donc sur des missions qu'ils vont mener en entreprise pour pouvoir démontrer des compétences. Donc cette compétence organiser l'espace commercial, ils peuvent la démontrer en tout cas son acquisition en expliquant qu'ils ont peut-être revu le plan d'aménagement de leur magasin, conçu un rayon, réorganisé un rayon, etc. Donc, ce sont des missions qu'on peut mener au quotidien dans un commerce, quel que soit son secteur d'activité. Les MCO travaillent souvent en grande distribution, mais il est tout à fait possible de réaliser son stage ou son alternance dans une petite boutique, qu'il s'agisse de vêtements, de bijoux. J'ai des étudiants qui font des stages notamment chez Histoire d'Or, par exemple. Ça peut être aussi chez les imprimeurs. Enfin voilà. Donc, on va s'appuyer sur des techniques très précises de merchandising qui s'appliquent à tous les domaines d'activité d'une entreprise commerciale. Donc, le titre exact, c'est agencer et maintenir un espace commercial attractif. Donc, vous voyez avec les photos que je vous ai présentées à l'écran, 3 exemples de secteurs d'activité dans lesquels on peut exercer le merchandising. Donc, ça peut être, comme je vous le disais, le prêt-à-porter. Ça peut être la décoration. Ça peut être aussi donc l'alimentation, la grande distribution, mais on peut imaginer la parfumerie, le luxe également. Je donne aussi des cours de merchandising dans le luxe, pourquoi pas. Toutes les techniques de merchandising peuvent s'appliquer et se décliner selon les secteurs d'activité. En tant que client, c'est vrai qu'on a une perception du merchandising qui est peut-être un peu floue. On trouve un magasin joli, bien rangé, moins bien rangé, propre, pas propre, mais sans vraiment savoir de quoi il retourne exactement et sans savoir qu'il existe des techniques. Et donc ça, c'est le rôle d'un technicien. Donc à l'issue du BTS, vous serez technicien et vous aurez cette compétence de organiser l'espace commercial et de faciliter l'achat de votre client. C'est une des missions principales du merchandising. Alors, qu'est-ce que c'est que le merchandising? Voici une définition classique et théorique. Le merchandising, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques de mise en valeur des produits et d'optimisation de l'espace pour mieux vendre. Je parle ici de produits parce que les services, c'est un petit peu différent. Le merchandising est différent selon si on vend des produits ou des services. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur les produits qui peuvent être donc aussi bien de la nourriture que des vêtements, que des accessoires, etc. Et l'optimisation de l'espace, c'est comment on va faire pour agencer son espace de vente, qu'il soit petit, qu'il soit grand, selon son mobilier, selon la circulation des clients dans cet espace, etc. Donc ça, c'est la définition théorique
du visual merchandising. Je fais un petit aparté sur ce terme de merchandising. C'est vrai qu'on on emploie beaucoup de mots anglais en marketing parce que ce sont des notions qui nous viennent souvent des États-Unis. Autrefois, on disait le marchandisage, qui est un peu moins vendeur pour le coup. On parlait aussi d'étalagistes. Les étalagistes, ce sont ceux qui organisaient les étals pour rendre un magasin plus attractif. Donc aujourd'hui, on parle de visual merchandising et les professionnels du merchandising sont des visual merchandisers. Alors, les objectifs du merchandising, quels sont-ils? D'abord, je vous l'ai dit, c'est augmenter la rentabilité du magasin. On pourrait mettre tous ces produits en vrac sur un étal et faire en sorte que le client se débrouille tout seul. Ça fonctionne sur le marché, mais dans un magasin, ça fonctionne un peu moins bien. Et puis, on a aussi d'autres enjeux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la rentabilité de notre point de vente, d'optimiser son chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Ensuite, le deuxième objectif consiste à faciliter l'achat et le confort d'achat des clients. On le sait, aujourd'hui, on est dans un domaine, le commerce, qui est très concurrentiel, de plus en plus concurrentiel, notamment avec l'arrivée des sites Internet et des achats en ligne. Et du coup, il faut pouvoir se différencier d'une manière ou d'une autre. Le merchandising permettent aux entreprises et aux commerces de se différencier d'une part et de faciliter l'achat des clients, faire en sorte qu'ils trouvent facilement ce qu'ils cherchent, qu'ils puissent circuler de manière aisée dans les rayons, qu'ils ne se blessent pas, qu'il n'ait pas de difficulté à trouver ce qu'ils cherchent également. Et enfin, le merchandising, c'est important pour faciliter le travail des employés. On l'oublie très souvent. Le merchandising touche aussi tout ce qui est en lien avec les stocks, ce qu'on appelle le back-office, donc l'arrière du magasin, tout ce qui est la partie cachée qui n'est pas visible des clients, mais bien sûr qui est très importante. Et donc, un stock bien rangé, grâce au visual merchandising, qui est organisé, va permettre aux employés de se retrouver plus facilement, de faire un réassort de manière peut-être plus rapide, de ne pas se blesser, de ne pas porter de charges trop lourdes, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce sont les différents objectifs que souhaite atteindre le visual merchandising. Donc vous l'aurez compris, des enjeux à la fois financiers, des enjeux de mercatique, favoriser la circulation, proposer des produits qui correspondent aux besoins du client, fidéliser aussi sa clientèle par le merchandising, ça peut se faire, des enjeux de logistique et des enjeux de sécurité. Alors, on parle généralement de 3 types de merchandising, ce sont les grands classiques. D'abord, le merchandising de gestion, ensuite le merchandising d'organisation et le merchandising de séduction. Souvent, les gens connaissent le merchandising de séduction. Les 3 sont compatibles. On peut tout à fait utiliser les 3 dans un même point de vente, les combiner, ils sont complémentaires. Ils se nourrissent les uns les autres et en fonction du produit qu'on a à mettre en avant, on va utiliser l'un ou l'autre ou les 3 en même temps. Ça va dépendre aussi de son type de point de vente. Alors, qu'est-ce que c'est que le merchandising de gestion? Je vous ai mis l'exemple ici sur cette photo d'une boisson bien connue, une boisson américaine en rouge et noir. Souvent dans les rayons de nos supermarchés, cette boisson prend une très grande place dans le rayon boisson. Pourquoi ce soda prend une grande place? Eh bien parce qu'en fait, il génère beaucoup de ventes et en général, c'est ce produit-là qui génère le plus de ventes au sein du rayon boisson. Par conséquent, en appliquant un merchandising de gestion, on lui accorde le plus de place en fonction du chiffre d'affaires qu'il rapporte. Donc ça, c'est un merchandising de gestion. Pour résumer, plus un produit rapporte d'argent et plus il aura la meilleure place au sein du magasin, plus il sera mis en avant, plus on lui laissera de l'espace, soit visible des clients. Donc ça, c'est un exemple très classique de merchandising de gestion. Le merchandising d'organisation, c'est un merchandising qui permet
comme son nom l'indique, d'organiser ses produits, d'organiser ses rayons pour faire en sorte que le client se retrouve facilement. Je vous ai mis ici un exemple d'une marque de sport très connue, avec, vous voyez sur l'image, un rayon organisé par type de produit et puis qui s'adresse à une clientèle particulière, en l'occurrence là les femmes. Avec, vous voyez, des leggings et des brassières de sport. Donc là, on est dans un merchandising d'organisation où le client se retrouve facilement, il retrouve facilement le produit qu'il veut. Quand il est une femme et qu'il cherche un legging de sport, il va dans son rayon-là et donc ça permet de se retrouver plus facilement. Quasiment tous les magasins appliquent ce type de merchandising. Le plus flagrant, c'est peut-être un magasin de bricolage. Dans un magasin de bricolage type Castorama, Leroy Merlin, pour ne pas les citer, on va trouver le rayon des vis, le rayon des outils, le rayon du jardin, le rayon des papiers peints, etc. Et donc là, on est typiquement dans un merchandising d'organisation pour que ce soit simple, clair pour le client. Vraiment, la clarté et la facilité pour le client, c'est ce qu'on doit garder en tête à chaque fois qu'on organise ses rayons. Et enfin, le merchandising de séduction, comme vous le voyez sur l'image, on a une ambiance autour de plusieurs produits qui ne sont pas forcément de la même famille. Sur l'image, on voit un rocking chair, une plante, un cache-pot, une carte. Voilà, donc là, on plonge le client dans un univers, dans une ambiance qui va le séduire, d'où le nom merchandising de séduction. Peut-être que dans cette jardinerie, le client était venu juste acheter de l'engrais pour ses plantes, mais en regardant cette ambiance, il va se sentir transporté, il va être séduit par cet assemblage de produits, de couleurs, de matériaux, etc. Tous ses sens sont stimulés et par conséquent, il était venu pour acheter quelque chose et on espère qu'il va acheter autre chose qui va permettre d'augmenter le panier moyen sur le ticket de caisse. Alors, il y a évidemment des contraintes, comme dans toute mission en entreprise, il y a des contraintes au visual merchandising, notamment la superficie. La superficie d'un magasin peut être une contrainte en merchandising. Évidemment, on ne travaille pas une petite surface comme on va travailler une grande surface. Si on a 1000 mètres carrés ou si on a 100 mètres carrés de surface, on ne les travaillera pas de la même manière. La nature des produits, selon qu'on vend peut-être des boîtes de conserve ou des parfums ou des vêtements, on ne va pas non plus les travailler de la même manière. Donc, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on trouve des façons de les travailler. L'appartenance à un réseau aussi est importante. C'est une contrainte qu'on doit respecter si on fait partie d'un réseau, si on n'est pas un magasin indépendant, si on fait partie d'un groupe, si on fait partie de Ikea, Jennifer ou Hermès, je cite volontairement des secteurs très différents, hein. On a quand même des contraintes à respecter en termes d'identité visuelle, en termes de préconisation, afin que la marque, l'enseigne, garde une image cohérente aux yeux du client. L'idée, c'est vraiment que le client, qu'il soit chez Decathlon à Nantes ou chez Decathlon à Marseille, qu'il reconnaisse l'enseigne Decathlon, qu'il sache comment s'orienter, qu'il ne soit pas perdu. Donc ça, c'est une contrainte à respecter en termes de merchandising. On ne fait pas n'importe quoi. On a aussi des contraintes de sécurité, d'évacuation, et ça, le merchandising doit y prêter attention. On ne place pas, par exemple, un mobilier devant une sortie de secours, par exemple. Ça, c'est un exemple qui m'est arrivé récemment en entreprise. Hein. Pourtant, ce sont des commerçants qui travaillent depuis longtemps, qui ont leur commerce ouvert depuis longtemps, mais en fait, ils ne font plus attention et ils placent des choses devant des sorties de secours ou devant des extincteurs. Donc ça, c'est aussi une contrainte à laquelle il faut faire extrêmement attention, la sécurité et l'évacuation des personnes. Et enfin, l'accessibilité, c'est une contrainte également au merchandising. Les établissements qui reçoivent du public, ce qu'on appelle les ERP, doivent être accessibles à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. Et donc, ce type d'espace doit être équipé ou de rampes d'accès, d'une signalétique adaptée, d'avoir des allées dégagées, suffisamment dégagées, etc.
Alors, passons au vif du sujet. Donc, on va commencer à aménager son point de vente. Et là, je vous ai fait un plan un peu type d'un point de vente qui est à décliner et à adapter en fonction de son magasin et de l'espace de vente dans lequel on travaille. Et donc ça, c'est un des attendus quand on va présenter cette compétence à l'oral, là, quand on va passer son BTS, MCO notamment. Le jury s'attend à ce que vous ayez des preuves, un dossier de preuves pour démontrer l'acquisition des compétences. Donc le plan peut être une des preuves que vous pouvez présenter, que vous devez présenter quand vous présentez cette compétence d'organiser l'espace commercial. Alors, comment on aménage son point de vente ? Eh bien, en fait, vous le voyez sur le plan, ce qui est important, c'est de noter déjà tous les impondérables, donc l'entrée, la sortie, les sorties de secours, la caisse, le stock, etc. Et puis, le centre de circulation des clients. Alors, ce centre de circulation, on a remarqué, alors je ne sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, mais en tout cas, par l'observation, on remarque que les clients ont une tendance générale à travers le monde à se diriger naturellement vers la droite, ce qu'on appelle un comportement d'extrogir. Donc, quand un client rentre dans un magasin, il a tendance à aller vers la droite. Je vous invite à observer votre façon de faire la prochaine fois que vous allez faire vos courses et vous serez étonné de remarquer que il est fort probable que vous dirigiez naturellement vers la droite. Sauf exception évidemment, mais voilà. Et donc, vous voyez, donc les petites flèches noires indiquent le sens de circulation du client dans l'espace de vente. Et en fonction de ce sens de circulation, on note donc que il y a des zones qui sont plus fréquentées que d'autres. Les zones les plus fréquentées, ce sont ce qu'on appelle des zones chaudes. Donc, ce sont des zones qui sont attractives puisqu'il y a beaucoup de passages, donc elles sont forcément visibles de tout le monde. Et ces zones chaudes sont des zones stratégiques. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Donc, ces zones chaudes sont souvent, et la plupart du temps, situées à l'avant du magasin, à l'entrée, dans ce qu'on appelle l'allée pénétrante. A contrario, il y a des zones dans le magasin vers lesquelles le client ne se dirige pas, ou pas naturellement en tout cas. Ce sont des zones qui sont moins fréquentées. Souvent, ce sont les zones en haut à gauche, au fond. Le client n'y va pas parce que c'est trop loin, parce que naturellement, il n'a pas tendance à y aller. Donc, c'est ce qu'on appelle des zones froides. Des zones froides dans le magasin. Et en fonction de cette répartition des zones, eh bien, on va pouvoir aménager son point de vente et placer des produits pour qu'ils se vendent le mieux. Donc, c'est pas parce qu'une zone est froide et peu fréquentée que on ne va rien vendre. Au contraire, il va falloir exploiter cette zone et y placer des produits pour inviter le client à s'y rendre. Vous noterez donc au milieu, est-ce qu'on voit ma souris? Donc au milieu, ici, vous avez une allée centrale. Si vous reportez ce plan à un hypermarché, par exemple, vous aurez toujours une allée pénétrante, une allée centrale, et puis sur le tour, tout le tour du magasin, comme ça, vous avez ce qu'on appelle des allées périphériques. Donc, si je me réfère aux hypermarchés, le plan, il se fait toujours de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on va placer dans notre zone chaude? Dans notre zone chaude, on va placer tout ce qu'on appelle les produits d'achat d'impulsion, les choses que on n'avait pas prévu d'acheter, qui ne sont pas sur la liste de courses, qui vont nous faire soudainement envie parce qu'on les voit, parce que c'est la saison, parce que on a envie de se faire plaisir, etc. Si aujourd'hui on va faire ses courses dans un supermarché, dans un hypermarché à côté de chez soi, on va trouver tout ce qui a trait à l'été, donc les crèmes solaires, les seaux, les râteaux pour aller à la plage, ce genre de choses. Ce sont des produits qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter, mais le climat ambiant fait qu'on a envie de se racheter quelque chose qui se présente à nous comme ça, qui est mis en ambiance en plus, peut-être dans un merchandising de séduction, etc. Donc, dans la zone chaude, les achats d'impulsion, et dans la zone froide, on va
y placer plutôt ce qu'on appelle les achats listés, les achats d'obligation. Je continue sur mon exemple d'hypermarché. Dans la zone froide, généralement, on trouve tout ce qui est boulangerie, poissonnerie, boucherie, l'épicerie, etc. Et donc, c'est tout ce qui est noté sur notre liste de courses. Donc, ce qu'on appelle les achats listés. Pourquoi c'est placé en zone froide? Parce que de toute façon, les gens ont besoin de ces produits-là, donc on sait pertinemment qu'ils vont aller les chercher. Donc, on les attire dans la zone froide pour que cette zone froide soit optimisée et rentable en mettant les produits listés. Voilà pour ça. Donc, si je prends l'exemple peut-être d'un magasin de vêtements, en zone chaude, je vais placer des achats d'impulsion, donc peut-être en ce moment, les petites robes à fleurs, les maillots de bain, voilà, des petites choses qui nous font envie, qui nous font plaisir. Et en zone froide, on va mettre plutôt ce qu'on appelle les basiques. Donc, les t-shirts déclinés en plusieurs couleurs, les jeans, les sous-vêtements, etc. Ce genre de choses dont on a besoin. Voilà comment on va découper l'espace. Tout en respectant, bien sûr, l'évacuation et en laissant toutes les allées dégagées pour que le client puisse circuler de manière aisée dans le magasin. À côté des stocks, en général, on va placer plutôt tout ce qui est lourd. Pourquoi? Pour bien sûr faciliter la manutention. Là, je vous l'ai dit en introduction, le merchandising, c'est quelque chose qui doit faciliter aussi le confort de travail des employés. Et donc, si on se souvient de cet exemple des supermarchés, on a souvent le rayon boisson qui se trouve à côté des stocks, à côté de ces portes auxquelles le client n'a pas accès. Et donc, ça permet de faciliter donc le réassort et d'implanter facilement ces produits lourds sans avoir à traverser tout le magasin. Alain nous demande si une zone froide n'est pas forcément moins rentable qu'une zone chaude en termes de rentabilité. Alors, l'idée, c'est justement de la rendre le plus rentable possible et qu'elle ne soit pas moins rentable que la zone chaude. La zone froide, elle n'est pas à négliger, bien sûr. Au contraire, il faut en prendre grand soin et faire en sorte que le client s'y rende de manière quasiment systématique. J'ai répondu à votre question? Oui, Lounès, n'hésitez pas. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai pas vu s'il y avait. Ah oui, dans la discussion peut-être. Voilà, c'est dans le petit chat, c'est Lounès qui nous demandait ça. Oui, j'ai vu. Voilà. C'était assez clair. Ok. Clair, nous dit Lounès. Merci pour votre question. Donc oui, l'idée, c'est encore une fois de rendre le magasin rentable, tous les mètres carrés du magasin rentable. Sinon, on perd de l'argent et c'est bien dommage. Donc ça, c'est le travail du merchandiseur au quotidien. Faire en sorte que toutes les zones du magasin soient le plus rentables possible. Évidemment, une rentabilité se calcule, et ça c'est un autre cours. Toute action de merchandising doit être rentable et on doit pouvoir le vérifier par les calculs. J'ai un chat dans la gorge, c'est assez pénible, je suis désolée. Alors, est-ce que j'arrive à passer? Alors, on va avoir différents types d'implantations. Je vous parlais, alors je suis désolée, je parle beaucoup de supermarchés, mais c'est vrai que c'est un cas d'école en termes de merchandising. On appelle donc l'implantation des supermarchés une implantation en grille, un peu comme un plan de New York. Si vous regardez un plan de New York, vous avez comme ça une sorte de quadrillage très régulier. Pareil en supermarché, en hypermarché. On a, je vais admettre une nouvelle personne à qui je souhaite bienvenue dans ce cours sur le merchandising. Alors, l'implantation en grille, tout ce qui est hypermarché, supermarché, maintenant aussi toutes les pharmacies. Les pharmacies s'agrandissent et aussi une implantation en grille, une sorte de quadrillage, comme ça les rayons sont implantés de manière perpendiculaire. Quasiment très militaire, mais ça donne un côté très ordonné et très lisible pour le client.
Et il y a un côté aussi très logique. Ensuite, à côté, vous aurez certainement reconnu ce bleu et ce jaune assez particulier, assez reconnaissable, pour l'implantation qu'on appelle en circuit dirigé. Alors, l'implantation en circuit dirigé, le roi de cette implantation, c'est évidemment Ikea. Je pense qu'Ikea était le premier à créer une implantation en circuit dirigé. Et donc, on impose en quelque sorte aux clients de passer à travers tous les rayons en le faisant naviguer en fait à travers différents espaces et faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible en magasin. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, grâce à des études, que plus un client reste longtemps en magasin et plus il dépense d'argent. Ça, c'est valable aussi en fait sur les sites internet. On s'est rendu compte que plus les gens passaient de temps sur un site internet, plus ils achetaient. Donc ça, c'est l'implantation en circuit dirigé. On a ensuite ce qu'on appelle l'implantation en circuit libre. Donc circuit libre, c'est-à-dire que le client navigue un petit peu comme il veut au sein du point de vente. Souvent, les magasins de chaussures sont faits de cette manière-là. On a des rayonnages de chaque côté, et puis peut-être quelques îlots au milieu, mais c'est vrai que la navigation se fait de manière assez instinctive, on va dire. Et puis, l'implantation en boutique. Et là, l'implantation en boutique, c'est ce qu'on appelle aussi les corners en magasin. Donc, dans des magasins type Galeries Lafayette, Printemps, si vous allez à Paris, au BHV, Printemps Haussmann, ce genre de choses, vous avez en fait plein de corners de différentes boutiques dans un même point de vente. Et donc, chacun a son identité propre et sa manière de travailler avec, vous voyez, des logos, une identité visuelle qui fait qu'on les reconnaît de loin. Et donc, ça s'appelle une implantation en boutique. Alors, on passe ensuite à l'implantation des produits dans le point de vente. Donc, une fois qu'on a aménagé son espace avec le centre de circulation, la zone chaude et la zone froide, il va falloir implanter ces produits. Alors, je réadmets cette personne, mais que j'avais déjà admise. OK. Donc, on implante ces produits dans le point de vente, deux manières de faire, soit par fonction, donc ce qu'on appelle par famille de produits, tout simplement. Vous mettez les vis avec les vis, les clous avec les clous, les outils avec les outils et les parfums avec les parfums, par exemple. Ou par univers, ce qu'on appelle du category management. C'est donc par famille par univers de produits. Et donc, ça permet aux clients de... Alors, je comprends pas, excusez-moi, mais j'ai quelqu'un qui n'arrête pas d'être dans la salle d'attente et pourtant je l'admets, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, du coup, j'ai tout... Est-ce que la personne est rentrée? Je ne sais pas. C'est bizarre. Bon. Quelques exemples d'implantation de produits par fonction. Donc là, vous voyez l'image à gauche avec tout ce qui est revêtement de sol, carrelage. Donc ça, on est vraiment par fonction de produit. L'implantation de produits répond à un même besoin, à une même utilisation. Les gens cherchent un revêtement de sol, un carrelage. Ils sont tous réunis ensemble. Ou un rayon de fromage, par exemple. Ça répond aussi à un même besoin de manger du fromage, ou bien vous voyez des produits de beauté qui pourraient être par exemple des shampoings par exemple. Donc là, on est dans une implantation de produits par fonction. Et là, on est dans une implantation de produits par univers. Donc les produits sont destinés au même parcours client. On a un univers accessoire, un univers Noël, un univers enfant, accessoires d'enfant. Et donc, ça permet, en fait, peut-être aussi de vendre. Donc, d'une part, faire en sorte que le client trouve ce qu'il cherche,
mais aussi peut-être de vendre plus, puisque si je recherche un sac à main et que je rentre dans le rayon accessoires, je vais en même temps voir le chapeau assorti, les boucles d'oreilles, etc. Donc peut-être que je vais acheter plus que mon sac à main. Ça permet de vendre plus et encore une fois d'augmenter le panier moyen et d'augmenter la rentabilité de son espace de vente. Est-ce que c'est clair jusque-là? Question? Alors, je vois peut-être une question. Oui, merci. C'est gentil de réagir. Alors, nous passons à cette fameuse règle des 5 B qui est bien connue de tous les visual merchandisers. La règle des 5 B, elle est assez simple. Il s'agit en fait d'implanter le bon produit au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne et au bon prix. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il fait beau. En tout cas, à Nantes, il fait beau. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Il fait même assez chaud. Et si je travaille à Super U à côté de chez moi, à Nantes, qu'est-ce que je vais implanter? Il est évident que je ne vais pas implanter un parapluie. Je ne vais pas implanter des parapluies à l'entrée de mon magasin. Ça n'a aucun sens. Ça ne correspond pas à la saisonnalité, à la météo. Et ce n'est pas ce que les gens ont envie d'acheter en ce moment. Ce que les gens ont envie d'acheter aujourd'hui à Nantes, vu qu'il fait chaud, ça va être plutôt des brumisateurs ou des crèmes solaires ou des t-shirts manches courtes ou des débardeurs, parce qu'il fait chaud et donc on a envie de se rafraîchir. Donc, le bon produit, ça va être un produit qui correspond à la météo, à la saisonnalité, aux besoins, à l'envie du client. Le bon moment, c'est est-ce que je place mon produit à 18h30 avant la fermeture, ou est-ce que c'est dès ce matin ou dès la veille, je me suis dit, qu'est-ce que je vais implanter comme produit? Il faut que je sois prêt pour l'ouverture. Donc ça, c'est le bon moment. Le bon endroit, c'est est-ce que j'implante mon produit, mon fameux débardeur, parce qu'il fait très chaud, est-ce que je l'implante à l'avant de mon magasin dans la zone chaude pour que tout le monde le voit quand il rentre, ou est-ce que je le mets plutôt en zone froide où personne va le voir et les gens n'y feront pas attention. À la bonne personne, c'est le client à qui je m'adresse, donc en fonction de sa clientèle, est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées, plutôt des hommes, plutôt des femmes, est-ce que ce sont des familles, etc. Donc, il faut aussi réfléchir à ça pendant qu'on réfléchit à son implantation. Et le bon prix, c'est la manière dont on va afficher le prix et le prix qu'on décide aussi de choisir pour son produit. On peut rajouter un 6e B à cette règle des 5 B, qui est la bonne information. Vous le savez, aujourd'hui, le comportement du client a changé, les besoins du client et les préoccupations du client changent. De plus en plus de gens font attention à l'écologie, ont une conscience éco-responsable. Et donc, la bonne information, ça pourrait être de noter que ce débardeur dont je viens de citer l'exemple est, par exemple, en coton biologique ou en matière recyclée. Donc ça, c'est la bonne information qui va apparaître sur la PLV. Donc ça, on touche encore un autre domaine, mais ça fait partie quand même du merchandising. Et donc sur l'étiquette qui va mettre en avant notre produit, on peut aussi mettre une caractéristique qui va donner envie au client d'acheter. Donc la signalétique, je vous en parlais, mais je vais pas m'étendre là parce que ça fait partie d'une autre compétence pour les MCO, qui est la compétence sur la communication. Mais il faut savoir que la signalétique en magasin est importante parce qu'elle permet d'informer le client, de baliser aussi l'espace et de guider le client tout au long de son parcours dans le magasin. Et donc, cette signalétique, il faut qu'elle soit visible et au bon endroit. Dans la compétence communication, vous serez amené à créer peut-être des signalétiques ou en tout cas à analyser comment elle est faite au sein de votre entreprise. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il faut quand même connaître ce terme. Je voudrais vous parler maintenant de la hauteur des yeux. Pourquoi la hauteur des yeux? Parce que quand on implante un produit, il faut toujours garder en tête que le produit doit être le plus visible possible. Et donc, la hauteur des yeux, c'est vraiment une hauteur qui est très stratégique
Alors évidemment, tout le monde ne fait pas la même taille, hein, mais voilà, entre 1 mètre, aux alentours d'1,50 m, c'est ce qu'on appelle la hauteur des yeux. C'est ce que le client va voir en premier. Donc, on va implanter ces produits stratégiques, les produits qu'on vous vend le plus, les produits à plus forte valeur ajoutée, on va les implanter de manière à ce que le client les voit très rapidement. Donc ça, dans l'implantation des produits, c'est très important. On parle de niveau des pieds. Moi, je vais pas vous faire un dessin, hein. Mon schéma est assez explicite. Le niveau des pieds, on va y positionner plutôt tout ce qui est lourd pour éviter bien sûr de se blesser. Le niveau des mains, on va placer plutôt des produits d'appel et des produits qui se vendent très facilement et qu'on peut prendre facilement dans son panier. Et ce qu'on appelle le niveau du chapeau. Alors malheureusement, de moins en moins de monde porte des chapeaux aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est au niveau de la tête. Et on va placer là plutôt les packagings qui se voient de loin ou ce qu'on appelle de l'overstock, donc des produits supplémentaires pour attirer l'attention. Ça, c'est important aussi à garder en tête. En résumé, quand vous allez donc organiser votre espace commercial, il faudra bien garder en tête que votre espace doit être le plus clair possible, que votre rayon doit être ordonné pour que votre client s'y retrouve facilement et pour qu'il achète facilement, et que votre offre soit la plus lisible possible. Il y a ensuite différentes façons de mettre en valeur ces produits. Alors évidemment, en fonction du type de produit. Alors là, j'ai pris l'exemple du prêt-à-porter, et vous reconnaîtrez peut-être certaines enseignes sur les images que je vous propose là. Ce qu'on appelle en suggestion d'achat. Et donc là, vous voyez toute une silhouette susceptible de plaire au client. Il a besoin d'une chemise et puis finalement, il va se rendre compte que le pantalon est aussi joli et va très bien avec cette chemise. On lui propose le sac, on lui propose la chaussure. Et donc là, on est dans une suggestion d'achat. À côté, vous voyez ce qu'on appelle le color block. Donc, on propose le même produit, mais dans un dégradé de couleurs. Et là, c'est très esthétique. Ça donne envie. On a presque envie d'acheter le produit dans toutes les couleurs différentes. Ce qu'on appelle en feuilleté. Donc, en feuilleté, c'est que les produits sont sur cintre et alignés de profil. On a par monoproduit. Donc là, on présente le même produit dans un rayon. Donc, c'est valable pour les basiques, par exemple, où ça permet en tout cas de montrer au client que le produit existe en plusieurs couleurs différentes. Là, vous voyez l'exemple des chemises. On peut mettre ces produits à plat sur une table, par exemple. Alors, tous les produits ne s'y prêtent pas, hein, évidemment. Si vous avez une robe avec plein de froufrous et de volants, une robe à plat, ça sera pas joli. Mais par exemple, des accessoires, des chemises, des pulls, ça se plie bien. Donc, ça peut être très vendeur aussi de les proposer à plat. Et puis, les présenter en plié. La maille, notamment, l'hiver, se vend très bien quand elle est pliée. Je vous ai mis ensuite quelques images comme ça de mise en valeur de vêtements. Vous voyez, on peut mixer à la fois à plat, en suggestion d'achat, plié, en feuilleté, etc. Là, je vous ai mis une vidéo, mais je crois qu'elle ne fonctionnera pas. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est assez bien fait. C'est l'implantation des produits en linéaire qui vous expliquera les avantages de l'implantation des produits soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Je voudrais qu'on parle ensuite de la vitrine. La vitrine, c'est le premier contact avec le client. Donc, c'est important de la soigner parce qu'elle va refléter l'image de votre magasin. Dans la vitrine, on met en avant un produit de saison à forte valeur ajoutée et il faut absolument qu'elle soit renouvelée le plus régulièrement possible. Tous les 15 jours en moyenne, c'est le bon rythme pour évidemment que le client ne se lasse pas et qu'il ait envie de revenir voir vos magnifiques vitrines et qu'il en a envie d'acheter. La structure pyramidale, c'est la méthode infaillible pour construire une vitrine efficace et vendeuse. Vous voyez, vous avez un point haut qui est notifié par le mannequin et puis ensuite un décor qui est plus bas. Sur le point le plus haut, évidemment, on va mettre ce qui est le plus vendeur, ce que le client doit voir en premier. Et puis, il est important de jouer aussi avec la profondeur
de cet espace, non pas de tout aligner sur un même plan. Hein. C'est important, la vitrine, c'est un espace en 3D, donc il faut jouer avec ces 3 dimensions. Pour résumer, j'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui passe. Pour résumer, une vitrine égale un message. C'est important pour que le client comprenne de quoi vous voulez parler. Donc, est-ce que ma vitrine parle de la rentrée des classes? Est-ce que ma vitrine parle de ma collection de jeans? Est-ce que ma vitrine veut mettre en avant la nouvelle collection? La construction pyramidale, c'est vraiment la méthode infaillible pour réussir sa vitrine et faire passer votre message à votre client. L'espace travaillé en 3D. Maximum 3 couleurs. Ça permet aussi d'avoir un espace clair et harmonieux. On éclaire tous les éléments forts. Hein. Un mannequin, notamment, on va l'éclairer plutôt sur ce qu'on appelle le plexus solaire. Et puis, on affiche les prix. Et ça, c'est une obligation légale. Trop de commerçants n'affichent pas les prix. Ça, c'est pas bien. Il faut absolument que les prix des vitrines soient affichés. Quelques exemples de vitrines. Vous voyez, on retrouve donc à gauche une construction pyramidale. On est sur, alors on est un peu plus de 3 couleurs, mais on est dans un dégradé de pastel, donc ça passe. À droite, une vitrine de prêt-à-porter masculin. On a aussi une construction pyramidale, alors moins marquée, mais on comprend le message aussi. Je vous ai mis, vous voyez, plusieurs secteurs d'activité pour vous prouver quand même que cette histoire de pyramide, c'est valable vraiment dans tous les secteurs d'activité, que ce soit bien aussi bien le luxe là comme chez Hermès que chez Ikea ou vous voyez pour des pâtisseries, ça donne une dynamique en fait. Et puis le fait d'avoir un point plus haut comme ça et de jouer avec les nombres impairs, ça permet aussi d'attirer, de surprendre le regard du client. Et donc ça, c'est important d'avoir quelque chose de pas qui n'est pas linéaire. Le fil rouge commercial, je vais passer assez vite aussi parce que ça parle de communication, mais c'est important de faire en sorte qu'il y ait une continuité en fait entre ce que vous véhiculez sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, ce que le client va voir en vitrine et puis ce qu'il va voir ensuite en magasin. Donc ça, c'est quelque chose à travailler aussi et grâce à son merchandising. Là, on voit le fil rouge commercial de manière très concrète. La silhouette que portent les mannequins à gauche, vous la retrouvez sur les portants directement à côté. Ce qui fait que le client se retrouve vraiment n'a pas d'excuse pour ne pas acheter, si vous voulez. En fait, c'est vraiment très facile pour lui. Il n'a même pas à demander à un vendeur, en fait, puisque tout est à proximité et à portée de main. Les outils qu'on peut utiliser pour le merchandising, et donc qui peuvent faire aussi une partie de votre dossier de preuve quand vous passerez l'oral pour votre BTS. Le plan que je vous ai montré tout à l'heure avec la zone chaude, la zone froide. Le planogramme, c'est un outil de merchandising qui est très intéressant et qui permet de gagner du temps, c'est-à-dire que c'est un schéma, alors qui peut se faire de manière informatique ou à la main, qui permet de planifier à l'avance la manière dont on va présenter ces produits. Le book merchandising, si vous faites partie d'un réseau qui est donc transmis par le siège et qui vous donne des indications et des préconisations sur ce que vous devez faire ou pas faire en magasin. Et le coefficient d'occupation des sols. Alors, quelques exemples de plans, vous voyez. Le plan d'un magasin, alors qui est en anglais, mais on comprend quand même assez bien. À droite, un plan de vitrine, encore une vitrine Hermès. Un planogramme de chez Monoprix, je crois, donc on nous indique comment placer les assiettes, quel colorama, en quelle quantité, etc. Un planogramme aussi pour des vêtements. Vous voyez qu'on peut associer des accessoires tout à côté des jeans, par exemple. On va les présenter de manière plutôt horizontale, en feuilleté, avec un de face pour bien voir les détails. Le coefficient d'occupation des sols, on parlait de rentabilité, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir si notre magasin est suffisamment aéré ou pas. Et donc, plus le COS est élevé, moins le point de vente est aéré. Donc, si on se réfère à des magasins de hard discount style Aldi, Leader Price, le COS va être élevé, c'est-à-dire que dans votre point de vente, il va y avoir beaucoup de mobilier. Les allées de circulation ne seront pas bien dégagées, ne seront pas larges, et donc ça donne une impression un peu
d'étouffement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'espace. Donc, peut-être que le client peut se sentir un peu oppressé. Si on se réfère au luxe, là, au contraire, le cost va être très bas, c'est-à-dire qu'il y a peu de mobilier, on a vraiment de l'espace pour circuler, ça donne une impression voilà, de liberté, et de bien-être. En fait, on navigue facilement dans le point de vente. J'aurais voulu parler de marchandisage de séduction. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Corinne, vous me dites si je dépasse le temps imparti. Corinne ne répond pas, donc ça doit être encore bon. Donc, on en parlait en introduction. Il y avait donc 3 types de marchandisage. Le marchandisage de séduction, c'est celui en fait qui va stimuler les 5 sens du client, ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Donc, celui-ci il va faciliter l'achat du client, il va favoriser son achat d'impulsion aussi. Il permet de se différencier et il va fidéliser le client parce qu'en fait, mieux le client va se sentir dans votre espace de vente, il va trouver l'ambiance agréable, ça va sentir bon, l'éclairage est doux, il y a une musique, peut-être il y a des odeurs aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Ça, c'est du marchandisage de séduction et ça permet vraiment de se différencier de ses clients, de donner envie aussi aux clients de passer du temps dans votre espace de vente et de revenir chez vous plutôt que chez le concurrent. Ça va lui permettre de vivre ce qu'on appelle une bonne expérience client. On en parle beaucoup aujourd'hui dans le commerce, c'est très important. L'expérience client, c'est ce qui résulte des interactions du client avec votre enseigne avant, pendant et après l'achat. C'est les émotions qu'il va ressentir dans votre point de vente. Et on sait aujourd'hui qu'un client qui est satisfait, il va être fidélisé. Donc, pour le merch de séduction, on va utiliser des facteurs d'ambiance à la fois à l'extérieur du point de vente, à l'intérieur du point de vente. Donc, à l'extérieur, ça commence dès l'entrée et dès les vitrines. Et à l'intérieur, on va avoir le mobilier, je vous le disais, la manière dont sont agencés les produits, peut-être la musique, l'éclairage, les odeurs, les couleurs, etc. Tout ça sont des facteurs d'ambiance qui font partie du merch de séduction. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vous en ai déjà dit beaucoup. J'espère que c'était clair. On est allé assez vite. Il est évident qu'en cours, on prend le temps de décortiquer toutes ces notions et puis bien sûr, on l'applique aux expériences vécues par les étudiants en stage ou en alternance. Corinne, je vous laisse reprendre le flambeau. Tout à fait. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, c'est vrai que voilà, ça nous montre vraiment que le marchandisage, c'est vraiment une science. Finalement, que rien n'est laissé au hasard dans les boutiques. Voilà, que ça permet effectivement d'accroître vraiment les chiffres d'affaires et que c'est vraiment et effectivement primordial. Et c'est issu finalement de beaucoup d'études sociologiques. Oui, tout à fait. Beaucoup d'études sociologiques et puis des techniques, très, très importantes. Donc, merci en tout cas pour ce tour d'horizon. J'espère que, ça aura... il y a une dernière petite question pour vous, je crois. Oui. Une dernière question, si vous permettez. Bien sûr. Avec plaisir. Merci d'ailleurs pour vos questions. Concernant les vitrines, le temps d'écrire. Voilà. Ce sont quel genre de produits mis en avant, j'imagine? Oui. Alors, quel genre de vitrine? Est-ce que je reformule bien, Lounès? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ok, mon micro il marche bien alors. Je voulais savoir concernant les produits qui sont mis en avant, c'est des produits par exemple qu'on veut je sais pas, des nouveaux produits, on veut tester justement s'ils sont rentables, ou bien ça peut être des produits quelconques. Alors, on va dire basiques. Alors, tout type de produit peut être mis en vitrine.
Après, ça va dépendre de la politique et de la stratégie du magasin. La nouvelle collection, évidemment, c'est quelque chose à mettre en avant pour attirer votre client. Ça peut être des nouvelles collections de produits basiques, hein, aucun problème, mais on peut tout à fait créer une très belle ambiance avec des produits basiques. En revanche, ce qu'il ne vaut mieux pas mettre en vitrine, ça va être tout ce qui est promotion et soldes. On arrive bientôt à la période des soldes. Là, je crois que c'est le 28 juin. Oui. Il vaut mieux éviter de mettre des produits en vitrine en solde. Pourquoi? Parce que de toute façon, les gens viennent pour les soldes. Donc, c'est pas la peine de les mettre en avant en vitrine. Et puis, ils vont être très vite épuisés. Donc, vous allez générer de la frustration chez votre client. Aucun intérêt de les mettre en vitrine. Ok. Oui, et puis il y a une question de saisonnalité aussi, j'imagine. Oui, évidemment. La fête des mères, les fêtes de Noël, on va mettre certains produits de manière stratégique en vitrine. Tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Lounès, pour votre question. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Anne, en tout cas, voilà, je pense que c'était en tout cas très éclairant. Hein, ce cours, on a bien compris, voilà, de quoi il s'agissait. Que, voilà, comme je disais tout à l'heure, rien n'est laissé au hasard et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine du commerce. Il ne s'agit pas d'avoir que la bosse du commerce, comme on le dit. Mais exactement. Les relationnels est très important. Voilà, en tout cas, c'est toute une organisation, toute une science, voilà, que vous aide à appréhender, bien sûr, et à appliquer ce type de formation, BTS MCO, BTS MDRC. Alors, pour ceux qui souhaiteraient, voilà, je sais que certaines personnes vont peut-être revoir les émissions en rediff, donc je vous remets quand même donc mon contact, voilà, si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à venir nous rencontrer dans les dernières journées portes ouvertes que nous organisons actuellement, notamment début juillet, mais nos responsables de centre, responsables de formation sont également là, parce que malheureusement, Madame Horry n'est pas tous les jours avec nous et dans toutes nos écoles, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler nos centres pour contacter nos responsables de formation qui pourront voilà vous éclairer et voilà le cas échéant et étudier également donc votre candidature. Si vous avez voilà en tout cas cette envie de travailler dans le commerce, le BTS est toujours très clairement indiqué et puis ça peut être aussi un premier pas pour aller vers des études beaucoup plus longues, vers notamment des études de commerce, bien entendu. Et souvent, voilà, ce côté pratico-pratique du BTS, ce côté allier la théorie avec l'application vraiment sur le terrain, c'est vraiment ce qui permet aux étudiants de se forger une capacité, je dirais, professionnelle et qui leur donne souvent envie d'aller plus loin, alors que parfois l'école de commerce direct ou la fac, etc., c'est beaucoup plus compliqué, hein, généralement. Bien que, voilà, en termes de contenu théorique, vous l'avez vu, on est sur des choses voilà, d'un niveau vraiment bac+2, mais en tout cas avec une approche qui est complètement différente et qui peut susciter voilà, davantage de motivation, surtout quand on sort du lycée et qu'on a eu comme ça voilà, beaucoup de théories sans avoir de choses très concrètes. Voilà, en tout cas, le BTS, c'est une formation qui est toujours le diplôme chouchou, en tout cas, des employeurs, que l'on soit en alternance, comme on le propose, en initial ou en enseignement à distance. Merci d'avoir partagé voilà, ce cours découverte. Un grand merci à Madame Horry Forest. C'était un véritable plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt, puisque comme vous l'avez vu, on organise régulièrement des cours découvertes. Donc, au plaisir voilà, de vous rencontrer de nouveau sur notre prochain cours. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.